Alors aujourd'hui, pour Billion Keys, on reçoit quelqu'un qui a été designer pour le Paris Saint-Germain, qui est cofondateur de l'application Flatch, qui permet de discuter sur une sorte de WhatsApp avec des traductions immédiates pour l'étranger. On a qui est aussi agent d'image, agent de joueur. Et merci de nous donner les clés de la réussite aujourd'hui, Dwayne Correa. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Bonjour. Très heureux d'être avec toi. On va pouvoir parler de tout ça, de tout ce que tu as fait dans le football. Et justement, du coup, toi, tu as fait beaucoup de choses dans le football. C'est un milieu pourtant qui est très fermé. Comment tu as réussi à rentrer dans le milieu et à y faire tout ce que tu as fait? Parce que c'est quand même, tu as fait beaucoup de choses très diverses et tu en fais toujours d'ailleurs dans ton agence, mais c'est quand même quelque chose de remarquable. Ouais, je peux dire que c'est quelque chose d'assez difficile et en même temps, moi, je suis tellement passionné de foot et de sport que quand j'ai commencé en fait mon projet en 2003, en fait, ça me rajeunit pas, mais ça fait très longtemps en fait que j'ai intégré le milieu du foot. J'ai eu un jour envie de faire une marque de vêtements, de me lancer dans le textile. Et oui, c'est ça Du aussi. coup, ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai commencé mon projet avec cette idée de créer ma petite marque de vêtements. Et pour cela, je me suis dit, mais il faut des gens, il faut des personnalités, des personnes connues pour porter mes vêtements. Donc ça, c'est toujours le truc, c'est que quand tu crées une marque, c'est bien de la faire, mais il faut avoir des gens qui puissent la mettre en avant, Ouais. qui puissent la faire connaître. Donc, parce que tout d'abord, on n'a pas les moyens, dans un premier temps, de pouvoir faire des grosses communications comme les grosses marques ils font, tout ça. Donc, mais j'ai eu à cette époque-là de la chance, on va dire, de rencontrer une personne qui s'appelait Joachim Fernandez, un ancien joueur de foot de Bordeaux, qui m'a présenté Zinedine Zidane, Ah ouais. Nicolas Anelka. Voilà, donc j'ai Ah, c'est directement rencontré les plus gros. Donc voilà, rien que ça. Et cette chance-là, je l'ai saisie. Je l'ai saisie parce que j'ai pu aller à rencontrer Nicolas Anelka, qui lui a cru à mon projet et m'a tout de suite soutenu. C'est quelqu'un vraiment d'extraordinaire que je respecte beaucoup et qui m'a signé mon premier contrat d'image d'accord. à cette époque-là. Et cette époque-là, pour avoir un contrat d'un joueur signé, contrat d'image, que je puisse utiliser son image pour faire de la pub et tout, c'est très compliqué. Et Nicolas m'a permis justement de faire cette chose-là. Et de là, quand je suis rentré, on va dire, j'étais le voir à l'époque, il jouait à Manchester City. Quand je suis rentré à Paris, j'ai pu rencontrer d'autres joueurs. Et au final, je me suis retrouvé avec une trentaine de contrats d'image de joueurs à l'époque qui ont tous cru à mon projet et qui ont voulu m'aider à développer cette marque. Donc, en gros, Mais tout a commencé, comment? c'est ta marque qui t'a permis de rentrer dans le milieu du foot finalement. Et Voilà, en fait, voilà, c'est la marque vraiment qui m'a permis de rentrer dans le milieu du foot et Joachim Fernandez qui m'a permis justement de rencontrer ces personnalités. Après, il fallait les convaincre, bien sûr, ce qui n'est pas facile. Il fallait les convaincre, il fallait qu'ils croient à ton projet et qu'ils croient en toi déjà en tant que personne. Il fallait réussir à leur dire, voilà, il fallait qu'ils voient une détermination en toi. Et moi, c'est ce qu'ils ont vu parce que vraiment, moi, quand j'ai été voir Nicolas Anelka, pour te dire une anecdote, je suis parti là-bas et j'avais déjà préparé mon contrat. C'est-à-dire que le mec, je ne le connaissais pas et je suis venu avec un contrat préparé. Donc, tu sais, ça, ça voilà. n'existe pas, tu vois. Ça n'existe pas. Donc, j'étais au culot et mon contrat que j'avais préparé à l'avance, où j'avais mis des termes juridiques que même moi, je ne maîtrisais même pas, parce que je ne l'ai même pas fait faire par un avocat. Ah oui, c'est vrai. C'est le culot, je pense, qui lui a plu et qui a fait qu'il a signé le contrat, tu vois. Mais c'est des belles Et histoires, hein. donc, ouais. Franchement, j'ai vécu vraiment des histoires de fou avec cette marque et le développement. Et pour te dire, après ça, je pensais qu'avec une signature de 30 joueurs, j'allais pouvoir développer cette marque très facilement et faire les choses. Mais non, finalement, j'avais une trentaine de joueurs, mais ce n'était pas fini. Il Hmm. fallait maîtriser le textile. Et le textile, pour le maîtriser, surtout à l'époque, ce n'était pas évident. Donc, il fallait que je trouve des fabricants, mettre les choses en place, tout ça. Il y a beaucoup de choses à mettre en place pour quand tu développes une marque que je ne maîtrisais pas parce que j'étais vraiment, je connaissais même pas ce métier. J'avais juste quelques vagues idées comme ça, mais il a fallu que j'apprenne sur le tas à maîtriser ce métier. Donc, ça m'a pris quelques années à vraiment m'installer
Et jusqu'au lancement de ma marque, quand j'ai lancé ma marque de vêtements, j'ai fait un événement à la cantine, au faubourg de la Cantine à Paris, ce qui m'a valu énormément de presse. Et de là, après, de fil en aiguille, j'ai pu intégrer les magasins de sport comme Intersport, Sport 2000, Footlocker. Footlocker est arrivé après. Footlocker, c'était très difficile pour entrer là-bas. Il a fallu que je les harcèle pendant des mois, des années même, des années, des mails tous les jours, des appels tous les jours, jusqu'à que le directeur euh, de Footlocker Europe, le responsable, m'a bloqué carrément sur son téléphone, il m'a bloqué. Ah ouais, c'est que je l'ai trop harcelé, je l'harcelais trop. Je l'harcelais trop parce que je voulais à tout prix rentrer dans ce magasin et on est en forme de sport et de sport US aussi. Obligatoirement, Footlocker, c'est un truc de fou pour nous, tu vois. Donc, moi, rentrer chez Footlocker, pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc, du coup, je les ai vraiment, vraiment harcelés jusqu'au mec. Et le mec, il a craqué. Il m'a dit, écoute, on va te laisser ta chance. Viens présenter ton produit. Écoute, tu nous le présentes. Si on veut pas, bah, t'arrêtes de m'appeler. T'arrêtes parce que là, c'est pas possible. C'est pas tous les jours, tu vas m'envoyer un mail. Une fois par semaine, je reçois un mail de ta part. Tous les jours de la semaine, tu m'appelles. Je te bloque, tu m'appelles avec d'autres numéros. Non, le mec, il a dit non, lui. Au final, tu as réussi. Lui, au final, j'ai réussi. Je suis rentré chez Footlocker France et Europe. Et j'ai même fait un événement au Footlocker des Champs-Élysées, ce qui est rarissime pour une marque qui n'était même pas encore, c'est pas une marque comme Nike, comme des grosses marques, tout ça. Donc, j'ai quand même réussi quelque chose que je pense que pas beaucoup de personnes ont réussi à faire par rapport à Footlocker. Donc, c'est beaucoup Et de bêtises, ouais, d'envie, du culot et un peu de voilà, beaucoup de culot. Comment? talent aussi, je suppose. T'avais quoi? T'avais 20 ans? Moi, mon talent, on va dire, mon talent, moi, c'est la détermination. Je lâche pas, en fait. Quand tu veux faire quelque chose, faut pas lâcher. Faut vraiment, 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 vraiment aller à fond. Et c'est ça que je dis toujours aux gens. Tu as n'importe quel projet que tu as. Il faut que tu y crois. Déjà, il faut que tu aimes ce projet. Il faut que tu y crois à fond et que tu fonces. Et je pense, et tu y arriveras. Ça, c'est une certitude. Moi, en tout cas, je l'ai vu. C'était pas mon métier à la base. C'est quelque chose que c'est juste une passion. Et de cette passion, j'ai créé un métier et j'ai créé quelque chose qui m'a permis de vivre. Et ça, c'est que la détermination et la passion qui m'a amené là. Quand tu aimes quelque chose, c'est plus facile de le faire que quand tu le fais par contrainte, en vrai. Alors, au-delà de Donc, ton amour pour le club, le Paris Saint-Germain, tu as une relation très professionnelle aussi avec le club. Comment ça s'est fait et explique-nous un peu tout ça, tout ce qui se passe avec toi et le Paris Saint-Germain. alors, le PSG, déjà, moi, j'habite à Paris, donc je suis de Paris, donc PSG, obligatoirement, c'est un club qui est dans mon cœur. Pour tout dire, le club qui m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé, c'était les joueurs de Marseille qui m'ont beaucoup aidé. C'est ça le paradoxe, c'est que j'ai eu tous les joueurs de Marseille pratiquement sous contrat qui ont porté ma marque, qui m'ont permis de vraiment évoluer. Des joueurs comme Souleymane Diawara, Mamadou Niang, Steve Mandanda, Atem Ben Arfa, vous avez même Habib Bey, énormément de joueurs de Marseille m'ont soutenu. Après, il y a des joueurs de Paris. J'ai des joueurs de tous les clubs pratiquement qui m'ont vraiment beaucoup aidé. À Paris, j'ai eu Claude Makelele, Néné, Mathieu Baudemer, et j'en passe. En fait, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bernard Mendy, j'ai eu beaucoup, beaucoup de joueurs qui m'ont soutenu dans les deux clubs. Et à Paris, ce qui est particulier, c'est que c'est le club de ma ville, de ma région, on va dire, d'où je viens. Et, et le truc, c'est que j'ai créé, je ne sais même plus en quelle année, j'ai créé deux smartphones avec Blaise, on s'était associés. L'idée, c'était de se dire, ah, Blaise Matuidi. ouais, Blaise Matuidi, ouais. L'idée, c'était de se dire, on va créer des smartphones accessibles à tous parce que c'était une période où je trouvais que les smartphones étaient très, très chers. C'était abusé. Bon, c'est toujours cher, hein. C'était abusé. Et maintenant, c'est encore plus cher même. Et je me suis dit, bah, écoute, on va tenter un coup, on va créer des smartphones. Et les gens, ils me disent, mais c'est impossible, on va créer des smartphones, mais en plus, made in France.
Mais comment Ouais. on va faire pour créer des smartphones Made in France? Bah, l'idée, c'était tout simple, de commander des pièces à Taïwan, les recevoir en France, faire le montage ici, et c'est du Made in France. C'est exactement ça. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. On s'est associé avec une société qui nous a permis justement de pouvoir réaliser ce rêve-là. Et on a créé 2 smartphones. En créant ces 2 smartphones, il fallait qu'on trouve un distributeur et faire un événement autour de ça pour que ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a sollicité la FNAC, on a eu un partenariat avec la FNAC et du coup, on a créé un événement. Dans cet événement, on a invité toute l'équipe du Paris Saint-Germain, Et y voilà. compris Zlatan, y compris Zlatan. Et du coup, Zlatan était censé venir pour quelques minutes. Il est resté plus d'1 heure et demie à l'événement. Ça nous a valu beaucoup de presse parce qu'à cette période-là, PSG n'avait pas fait d'interview avec Canal+, parce qu'ils étaient tous sur Beansport. Ah, Et Canal+ n'avait eu aucune interview des joueurs du PSG. Donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que… le club avait boycotté Canal+. Hein. Ouais, voilà. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis arrangé avec Canal+. J'ai dit, écoutez, moi, vous me faites passer mon événement dans tout le réseau Canal+. Moi, en échange, je fais en sorte que vous ayez des interviews avec les joueurs, alors que vous n'en avez pas. Ah, les mecs, ils étaient contents. Incroyable. C'est grâce à toi que Donc, du coup, la paix est revenue, en fait. j'ai pas entendu, t'as dit quoi? C'est grâce à toi que la paix est revenue entre le PSG et Canal+. Ah, entre autres, hein, parce qu'en en fait, ils ont pu avoir les interviews du joueur du PSG, ce moment-là, le jour de mon événement. Donc, ils sont venus, Canal Football Club, ils ont fait Direct 8, ils ont fait énormément de chaînes de chez eux. Et cet événement, en fait, comme il a été vraiment médiatisé, que ce soit les magazines People ou autres, et le fait qu'il y ait toute l'équipe du PSG, Mm. ça m'a fait une com de fou. Et du coup, le PSG m'a contacté juste après l'événement pour me proposer de bosser avec eux. Ok. De bosser avec eux. Donc, du coup, moi, j'ai demandé tout simplement d'avoir la licence PSG, Ah ouais. d'avoir la licence. Donc, ce que j'ai réussi à avoir, alors qu'il faut savoir que la licence PSG coûte des millions. Moi, je l'ai eu pendant des années, comme ça. Un Des- truc de fou. Un truc de fou. Donc, du coup, j'ai pu développer, à cette époque-là, bah, j'étais pratiquement le seul à pouvoir faire les co-branding, à faire des produits un peu différents de ce qui se fait d'habitude. Donc, la tendance était déjà plus ou moins lancée sur ce côté-là, parce que je faisais des modèles complètement différents de ce que fait Nike Mm. ou, euh, ou même le merchandising qu'ils avaient chez eux. Donc, ça marchait très, 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 très bien. Les T'es pas vraiment produits se vendaient très designer, bien. t'es styliste. Ah, T'es pas designer, finalement, t'es styliste. non, en fait, je suis styliste parce que les produits, je les créais moi-même. Je créais tous les produits. Moi, j'avais la licence, donc je faisais ce que je voulais avec. Bien sûr. J'avais certaines contraintes, bien sûr. Je ne pouvais pas faire des produits sport techniques parce que Nike était là. Mais Bien tout le reste, j'étais libre de faire ce que je voulais. Donc, et en plus, mondialement. Donc, du coup, j'ai fait des présentations de ma collection à Miami. J'ai mis dans des boutiques à Miami. J'ai vendu ça. Je suis parti au Brésil. J'ai fait une collection là-bas pour le Brésil que j'ai vendu partout. J'ai fait des interviews avec des chaînes de télé brésiliens. J'étais avec Maxwell. On a fait, non, franchement, c'était génial. Avec la licence Paris Saint-Germain, j'ai pu vraiment vendre mes produits un peu partout dans le monde et cartonner en France et faire des choses exceptionnelles. Exceptionnelles. Donc toi, on peut dire que tu es quelqu'un, bon, c'est un peu facile de dire ça comme ça, mais tu as réussi, tu fais ce que tu aimes, tu travailles partout dans le monde, tu es dans le milieu du football, et pourtant, enfin je dis et pourtant, c'est pas vraiment et pourtant, mais tu es né donc au Sénégal, tu as vécu, donc tu es, d'origine guide de Guinée-Bissau, Guinée-Bissau. voilà. Mhm. Tu es venu en France à tes 5 ans, et c'est une belle histoire quand même pour un gamin qui vient de Guinée à 5 ans. Raconte-nous un peu comment tu vivais ça quand tu étais petit. Est-ce que ça. Enfin, l'ascension finalement. Bah ouais, parce que faut savoir que moi, je viens de loin. Je viens de très loin parce que, on va dire, nous, moi, je suis né au Bled. Je suis né au Bled. J'ai arrivé ici, j'avais 5 6 ans. Je veux dire, je suis né en Casamance, au Sénégal, dans la forêt de la Casamance. Je veux dire que moi, j'ai pas eu cette chance déjà d'être naître à l'hôpital, tranquille, tout. Moi, je suis né vraiment dans la forêt. Ma mère m'a couché dans la forêt. Donc, vraiment, je suis vraiment un pur produit d'Afrique, pur, pur et fier. Et après, je suis arrivé en France avec ma sœur. Et on est 6 frères et sœurs. Et j'ai grandi dans le 95.
Et après, j'ai fait les études comme tout le monde. J'étais à l'école, j'ai pas eu de diplôme. J'ai eu des diplômes signes, bien sûr. J'ai eu le BEP. Et après ça, j'ai commencé à faire le marché. J'avais un stand au marché de Sarcelles. D'accord. Donc, je vendais des vêtements au marché de Sarcelles. Déjà. Et je crois que c'est déjà, ouais, c'est ça on va dire, qui m'a poussé à aller vers le textile, je pense, dès le début. C'est avec mon stand de suite et tout ça, là, qui marchait bien en plus. Mm. Donc, ça m'a vraiment permis de truc. Donc, j'avais déjà ce côté un peu commerçant. Yes. Voilà, j'avais une facilité à discuter avec les gens, à parler. Donc, ça, c'était quelque chose que je sais pas si je l'ai appris sur le tas au marché, parce qu'on apprend beaucoup. Le marché, c'est vraiment une bonne formation, parce qu'on rencontre de tout. Et, Mm. euh, et voilà. Donc, de là, tout s'est enchaîné après, quand je me suis décidé à faire quelque chose d'autre que le marché et de me dire, voilà, il faut que j'essaye de. Pardon, excuse-moi, ça. C'est bon. J'ai eu un appel là. J'essaye de faire quelque chose qui va durer dans le temps. Mm. Et, euh, et j'ai lancé cette marque. Et aujourd'hui, ça m'a ouvert tellement de portes que je suis rentré. Depuis que je suis dans le milieu du foot, bah, je peux faire énormément de choses, quoi. Je suis agent d'image, agent de joueur. Je suis à fond sur mon application, que je pense que c'est une application qui va changer le monde. Oui. Et j'y crois vraiment. Mais Et moi, quand je crois en quelque chose, je fonce. totalement. Donc, Ça a l'air de marcher quand tu y crois. je sais pas, mais en tout cas, ça marche pour l'instant pour moi, grâce à Dieu. Mais je pense que c'est pareil pour tout le monde. Je pense que tout le monde peut faire ça. À partir du moment où tu crois à fond et que tu te mets à bosser vraiment sur ce que tu aimes et tu apprends à comprendre le business et à le gérer, tu y arrives. Ça, pour moi, la réussite, le secret, c'est la détermination et l'amour que tu as pour la chose que tu fais. C'est comme dans la vie de tous les jours, hein. Si tu aimes bien quelque chose, tu vas le faire avec plaisir ou tu vas le faire bien. Si tu n'aimes pas, tu vas le faire un peu obligé. Voilà, tu vois. Et donc, c'est pas pareil. Quelqu'un qui va se lever le matin, qui va aller faire un travail qu'il n'aime pas, il va galérer. Il va galérer, il va y aller là-bas, il va pas être content. Moi, quand je me lève le matin, je suis content, en fait. Je suis content de me lever parce que je sais que ce que je vais faire, c'est quelque chose que j'aime. Et même quand je ne gagnais pas encore ma vie avec, bah, j'étais content de me lever parce que je savais que si je continuais dans cette voie, j'allais y arriver. En fait, Et je pense que c'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. il faut se battre le plus tôt possible pour atteindre ce qu'on a envie de C'est faire et c'est donc ça. dans les meilleures conditions. Alors, tu as dit, Ouais, vas-y. la vie, c'est pas un sprint, en fait. C'est une course de fond. Donc, c'est comme dans tout, tu vois, que ce soit dans la vie ou dans la religion ou dans n'importe quoi qu'on fait. C'est le sprint, tu t'essouffles vite. Hmm. Mais quand tu prends ton rythme et que tu ne lâches pas, tu arrives à tout faire. Tu as dit que tu étais agent de joueur. En fait, tu es dans une agence, c'est ça? Explique-nous un C'est peu. dans une. Voilà. Bah, on a fait une agence qui regroupe plus ou moins tout ce qu'il y a autour. L'agence, elle vient de se créer. On va commencer à communiquer dessus bientôt. Et on a déjà signé quelques joueurs. Je ne vous en dirai pas plus pour l'instant. Dis-nous. Mais, mais c'est une agence qui regroupe tout, en fait. C'est une agence qui nous permet de gérer tous les problèmes que j'ai pu voir dans le milieu du foot que les joueurs ils ont. Et j'aimerais gommer ces problèmes-là. Parce que je connais très bien ce milieu, je connais très bien les joueurs et je sais les problèmes qu'il peut y avoir dans ce milieu qui empêchent les gens d'être bien ou de pouvoir gérer leur carrière ou gérer leur après-carrière. Et nous, je pense qu'aujourd'hui, l'équipe qu'on a est capable de gérer une carrière, une après-carrière et de gérer une gestion de tout, d'un footballeur. Parce qu'aujourd'hui, on a vu ce qui faisait un footballeur ou ce qui faisait on a le mauvais côté et le bon côté. Et ça, justement, c'est des choses qu'on peut gommer par expérience. Je crois que ça fait 17 ans que je suis dans ce milieu et je pense que Ça y est, tu peux. j'en ai vu et voilà, je sais exactement ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire, plus ou moins, pour les joueurs de foot. L'idée, c'est pour toi de prendre des jeunes joueurs et de les aider où il n'y a pas forcément d'âge. Et finalement, tu peux aider un joueur à tout âge et le mettre. Il n'y a pas, il y a pas forcément d'âge parce que, bien sûr que
quand il est en préfaux, quand il est jeune, bah, il faut le laisser grandir. Faut pas lui mettre la pression, il faut qu'il se concentre sur son jeu, sur le foot, tout ça. Mais à un certain âge, il va falloir, un joueur de foot, il faut d'abord penser à lui avant de penser à l'argent que tu vas te faire. Et en général, les agents pensent à l'argent, ce qu'ils vont se faire, avant de penser à eux, aux joueurs. Voilà. Et ça, c'est un gros problème dans le football. Il y a de l'argent, mais avant l'argent, il y a l'humain. Et si on met l'humain avant l'argent dans tout ce qu'on fait, je pense que peut-être que les gens seront peut-être moins riches, mais au moins, on aura moins de pertes humaines, on aura moins de problèmes dans le vivre ensemble. Mais le problème, c'est que les gens privilégient l'argent. Donc, on préfère être riche au détriment des autres, on préfère faire des choses alors que on pourrait avoir de l'argent et faire en sorte que les gens vivent bien autour de soi et être réglo. Justement. Comment? C'est quoi un bon agent? Bah, comme j'ai dit, pour moi, un bon agent, c'est quelqu'un qui privilégie d'abord la carrière du joueur à sa propre personne. Ouais. C'est-à-dire qu'un bon agent, ce n'est pas l'agent qui va aller négocier d'un club ou aller négocier un contrat en pensant déjà, en disant, je vais prendre celui-là parce que là, je vais gagner plus. Non, il va d'abord se dire, est-ce que celui-là, si je le prends, mon joueur va pouvoir éclore, avancer, être meilleur et être mieux et se sentir bien. Et si il prend le club qui correspond à son joueur, bah, obligatoirement, le joueur il va s'épanouir. Et si le joueur il s'épanouit, derrière lui, il gagnera. Mais si tu penses d'abord à te dire, putain, je vais aller là parce que là, on me propose plus gros que là, et là, je vais prendre une commission plus balèze, bah vas-y. Vas-y, hein. Libre aux joueurs de suivre ces agents-là. Ils sont suivis de plus en plus jeunes. Hein. On voit des jeunes de 14, 13 ans qui signent des ANS, donc des accords de non-sollicitation. Ça commence tellement de plus en plus tôt, parce qu'aujourd'hui, le business, c'est les jeunes joueurs. C'est ce qui rapporte le plus finalement. Et ça fait un peu peur de se dire à un gosse de 13 ans qui se fait solliciter par des clubs. Enfin, c'est inquiétant quand même. Ouais, mais ça, c'est la faute aussi aux parents. C'est pas la faute qu'aux agents. Là. Enfin, pour moi, c'est la faute aussi aux parents. C'est l'appât du gain. Les mecs, ils voient que l'argent. Leur enfant, il a 13, 14, 15 ans. Ils ont déjà les yeux. Ils pensent déjà que c'est le futur Mbappé et que maintenant, on va lui proposer n'importe quoi. Les gens, ils vont prendre parce que les gens, on vit dans un monde où l'argent est vraiment trop, trop important, je trouve. Et c'est ça le problème. Et dans le foot, c'est ça le problème. C'est que on ne respecte plus vraiment la valeur des choses, de faire les choses étape par étape. Et ça, c'est très important. Étape par étape, c'est très important. Et là, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Ah, je n'ai pas entendu comment. Comme tu as dit, ce n'est pas un sprint, c'est une course de fond. C'est ça. Ce n'est pas un sprint, c'est une course de fond. Mais les gens, non, ils veulent l'argent. Ils veulent l'argent tout de suite. Donc, ça pénalise beaucoup de personnes au final. Et ça pénalise peut-être même plus leurs enfants que… Bah ouais, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe souvent. Hein. Et, je sais pas si toi, tu suis un peu le foot. Tu as vu des joueurs où on en a parlé comme quoi des futures grandes stars et tu n'entends plus parler d'eux. Parce que les parents ont fait les mauvais choix. Parce que les parents ont privilégié l'argent, parce que les parents ont vu des propositions et les parents et les agents qui les ont motivés aussi en leur disant c'est bon, t'inquiète, fais ça. Alors que non, des fois, il faut falloir être patient. Et quand on est patient et qu'on fait les choses bien, on y arrive. Mais comme dans tout, hein, le foot, le sport, c'est même dans une société, c'est la même chose. C'est le même esprit. Si tu fais les choses bien et tu fais les choses dans le bon sens, ça marche. Si tu fais les choses dans la précipitation et n'importe comment, ça peut pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner. Ou bien, on va croire que ça fonctionne au début, mais après, ça va s'écrouler, c'est sûr. Comment un jeune joueur de 17-18 ans, il peut réussir à trouver son agent finalement, à trouver l'agent parfait pour lui? Parce qu'on se plaint beaucoup, entre guillemets, là, dans notre discussion, oui, les agents et tout, mais il y en a des bons. Et comment on fait pour qu'un jeune joueur, quel conseil tu donnerais à un jeune joueur pour qu'il choisisse son agent finalement? En fait, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que pour un jeune joueur de trouver un bon agent, c'est lui et sa chance, on va dire. Parce qu'ils sont tous beaux parleurs. Donc, c'est comme une femme qui essaie de trouver un mari. Elle va tomber sur que des mecs qui vont lui parler, qui vont lui promettre la lune. Mais le problème, c'est que si elle a eu de la chance, elle tombe sur le bon, elle a gagné. Mais si elle tombe sur le mauvais, bah, elle a perdu. La chance qu'il a, le joueur, c'est qu'au bout de 2 ans, il peut se barrer encore. Parce que il a des contrats à
Alors qu'une femme, quand elle se barre, elle a perdu une partie de sa vie, tu vois. Donc, après, le football, c'est toujours rattrapable. Même si ton agent n'a pas été bon, tu peux toujours rattraper le coup si tu as vraiment du talent, tu vois. Oui, c'est ça. Mais vraiment, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, n'importe quel joueur de foot va venir. Dès qu'il est bon, les agents, ils sont déjà là. Il y en a beaucoup, ils parlent dans sa tête. Le joueur, pour qu'il choisisse un agent, il parle avec les parents. Souvent, c'est l'agent qui donne le plus d'argent ou l'agent qui ment le plus, l'agent qui parle le mieux. Ah ouais, c'est dur, hein. Franchement, c'est très dur pour un jeune joueur de trouver le bon agent. Après, il y a des agents qui ont déjà fait leurs preuves. Mais pareil, c'est que les agents qui ont déjà fait leurs preuves, ils empilent les joueurs comme des perles. Au bout d'un moment, ça peut pas marcher non plus. Ça peut pas marcher non plus. Parce que Tu des vois. agents, il y en a plein qu'on connaît finalement. Pini Zahavi, Mino Raiola, on les connaît tous. Comment Mm. savoir si l'agent il va t'aider ou s'il est là pour son argent? On sait que c'est des agents qui donnent beaucoup, enfin qui prennent beaucoup d'argent, mais en même temps, on sait que c'est sûrement les meilleurs dans le monde. C'est Mm. compliqué finalement d'allier le sportif à l'économique avec des agents comme tu dis, empilent les joueurs comme les pères. Ah ouais, c'est très compliqué. Mais le truc, c'est qu'ils ont, on va dire, ils ont le monopole parce que ils sont là depuis et ils ont les contacts surtout. Ils ont Mm. les contacts. Donc, obligatoirement, quand un joueur, au bout d'un moment, il grandit, il se dit, il faut que j'aille avec eux parce qu'ils vont m'ouvrir des portes que peut-être un agent classique, même s'il est bon, il aura plus de mal à ouvrir. Sauf si le joueur, il a vraiment un gros talent. Mais même quand tu as du gros talent, c'est comme dans le textile, pareil. Les marques, ils sont là depuis longtemps et c'est eux qui font la pluie et le beau temps. Quand ils décident que tu ne vas pas être à côté de lui dans le rayon, bah, tu ne seras pas à côté de lui, hein. Tu peux faire ce que tu veux. Tu n'y arriveras pas. Toi, peut-être dans 30, 40 ans, quand tu seras au top niveau et que tu deviendras une légende et que ta marque elle aura pris un niveau en grignotant de la place à côté des autres, bah, toi aussi, tu deviendras cette grande marque-là. Et après, le petit qui va arriver derrière, bah, il sera dans le même cas que toi, tu étais au début. Donc, la vie, elle est toujours pareille, en fait. Ça revient toujours au même. C'est ça le problème. C'est le problème. Alors, dernière question, la question classique qu'on pose dans toutes nos interviews. Quelles sont pour toi, Doen Correa, les clés de la réussite? Ah, je crois que je l'ai dit plusieurs fois dans l'interview. Je l'ai dit plusieurs fois. Les clés de la réussite, pour moi, c'est l'amour à ce qu'on fait, d'aimer ce qu'on fait et la détermination de, du projet qu'on a. Du projet qu'on a. Comme je l'ai dit, par rapport à tous mes projets, moi, j'ai toujours été déterminé. Le dernier projet sur lequel je suis, c'est Slatch. Je ne sais pas si on a expliqué un peu c'était quoi le projet Slatch. Oui, c'est le Et qui traduit finalement. voilà, la messagerie, c'est une application de messagerie dans le même style que toutes les applications de messagerie qu'il y a en ce moment. Sauf que nous, la particularité, c'est que quand tu envoies un message à un Espagnol, un exemple, je suis français, j'écris en français, il le reçoit directement en espagnol. Lui, il écrit en espagnol, je le reçois directement en français. Il parle en espagnol en vocal, je reçois directement son vocal en français. Et moi, je parle en français, il reçoit directement, vocal et écrit. Et on a même l'appel, et l'appel visio. Ah ouais, Ça veut d'accord. dire qu'on se voit, on se parle et la traduction se fait Ça, à, instantanément. Instantanément. Et on peut aller, là, on a créé une version qui est déjà sur les stores et la version qui va sortir bientôt va avoir, comme le Zoom, ah, sauf que en Zoom, tu peux mettre 8 nationalités et quand chacun y parle, c'est sous-titré. ah ouais. Tu vois. Donc, et tu peux faire des groupes aussi. Les joueurs l'utilisent dans les clubs. Ils font des D'accord. groupes. Et avec ces groupes, bah, ils peuvent se parler. Chacun, il parle dans sa langue. Et tout le monde reçoit son message. Au lieu de faire un groupe avec les autres applications, bah, avec Slack, bah, tu fais un groupe chinois, italien, n'importe quoi, arabe, swahili. On a des langues africaines aussi dedans. Donc, on a plus de 100 langues. Donc, tu n'as plus de limites, tu n'as plus de barrières de langue. Tu peux communiquer avec qui tu veux dans le monde euh, sans barrière de langue. Tu n'as plus peur d'envoyer un message et te dire, ah là, il faut que j'aille copier-coller, traduction, je le colle, je l'envoie, c'est fini tout ça. Tu l'envoies. Tu perds plus de temps déjà. Tu perds plus de temps à sortir de ton téléphone et de louper la conversation. Avant, quand tu avais une conversation avec un étranger, si tu parles pas anglais et que tu dois traduire dans sa langue, bah, tu sors de ton application de messagerie, tu copies, tu colles, tu envoies. Déjà, la personne t'a envoyé 2 messages. Tu as déjà loupé ces messages. La discussion, elle est tronquée. Ouais. C'est fini. Avec cela, ça, terminé.
C'est fini tout ça. Tu loupes plus rien. Donc voilà, donc pour revenir à comment faire les choses pour réussir son projet, détermination. Détermination, étudier son projet, aimer son projet. Moi, mon seul mot, c'est la détermination. C'est quand tu veux quelque chose, tu peux le faire. Et tout le monde peut réussir. Tout le monde. Il n'y en a pas un sur Terre qui peut dire qu'il ne peut pas réussir. La réussite, elle est pour tout le monde, mais il faut juste savoir où, comment faire, quel projet tu veux faire et te concentrer dessus et aller jusqu'au bout. Et après, rencontrer les bonnes personnes. Mais les bonnes personnes, je pense que si tu as ton projet qui est bien, tu rencontreras les bonnes personnes. Parce que tu vas attirer ces personnes. Les ondes positives vont attirer ces personnes. Tu vas les attirer, tu vas les rencontrer. Et c'est vrai que les contacts sont très importants de nos jours. Surtout dans le milieu du foot. Surtout dans le milieu du foot. Mais écoute, merci Dwayne. Je t'en prie. Très intéressant. Voilà, on se retrouve pour Billion Keys. Et merci à toi de nous avoir partagé tout ça. Je t'en prie. Allez, ciao.